Le soleil frappait la terre craquelée avec une fureur implacable. Chaque grain de sable semblait une braise vive sous les pieds nus du garçon. Il n'avait plus de larmes à verser, la poussière et le soleil avaient tout asséché. Dans sa petite main tremblante, 2 chapelets s'entrechoquaient, l'un en bois sombre et rugueux, l'autre en perles blanches et lisses. C'était le seul son, en dehors de sa respiration haletante, dans ce désert silencieux. Il trébucha encore une fois, la vue trouble, son corps de 5 ans cédant sous le poids du monde. La faim était une griffe froide dans son estomac, mais c'était le vide dans sa poitrine qui faisait le plus mal. Il portait un cœur brisé, aussi fracassé que le paysage autour de lui. Alors, il vit. Ce n'était pas un mirage. Des silhouettes de maisons basses et poussiéreuses se dressaient à l'horizon. Un village. Avec la dernière étincelle de force, il se traîna vers l'avant. Léo entra dans le village, mais personne ne sortit pour l'accueillir. Les rares personnes présentes dans les rues arrêtèrent ce qu'elles faisaient, leurs visages durcis par le soleil et la méfiance. C'étaient des regards qu'il connaissait bien. Des regards qui jaugeaient, jugeaient et rejetaient. Un garçon noir, seul, couvert de poussière et tenant des symboles d'une foi qui semblait avoir abandonné cet endroit depuis longtemps. Il était le miroir de ce que tout le monde craignait, la misère, la perte, la sécheresse. Encore une bouche affamée, murmura un homme en crachant par terre. Mauvais présage, chuchota une femme en tirant son enfant à l'intérieur. Les portes se fermèrent. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Il était seul, entouré de personnes, mais terriblement seul. La peur, compagnon constant de son voyage, lui serra la poitrine. Il recula, cherchant instinctivement l'ombre d'une structure plus grande au bout de la rue. C'était une vieille église, ses murs écaillés et la porte principale clouée avec des planches. Pourtant, à côté, dans une petite maison qui semblait aussi abandonnée que le temple, une silhouette se tenait à la porte. Une vieille femme, la peau marquée par le temps et des yeux qui semblaient contenir toutes les tristesses du désert. Elle l'observait, non avec l'hostilité des autres, mais avec une intensité tranquille et pénétrante. Le village l'appelait Elara, la recluse. Elle avait perdu son mari et ses enfants à cause de la même sécheresse qui tuait maintenant la terre. Et depuis lors, elle vivait dans son propre monde, entre les ruines de la foi et les souvenirs. Léo resta paralysé. Il craignait les adultes. Les adultes l'avaient chassé, ignoré, laissé derrière. Il serra les chapelets avec tant de force que les perles s'enfoncèrent dans sa paume. Le chapelet en bois, celui de son père. Celui aux perles claires, de sa mère. C'était tout ce qui restait. Il ne pouvait pas les perdre. Il ne pouvait pas faire confiance. Mais la femme ne bougea pas, ne cria pas, ne le menaça pas. Elle resta là, à attendre. Lentement, elle leva une main, non pas vers lui, mais pour désigner un petit banc de bois à côté de sa porte, où se trouvait une jarre en terre et une tasse. Il hésita. Chaque pas était une bataille entre la terreur et le besoin désespéré. La soif brûlait sa gorge. Il fit un pas, puis un autre. Les yeux du village l'observaient à travers les fentes des fenêtres fermées. Il était un spectacle indésirable. Lorsqu'il s'approcha, la vieille femme, Elara, parla enfin. Sa voix était rauque, comme des feuilles sèches. De l'eau. Bois. Elle ne sourit pas, mais ses yeux n'étaient pas froids. Il y avait en eux une reconnaissance sombre, comme si elle voyait au-delà de la poussière et de la peur, et apercevait le garçon qui se cachait à l'intérieur. Léo regarda l'eau, puis elle. Le traumatisme lui avait appris à tout craindre. Craindre d'accepter, car tout avait un prix. Craindre de manger, car la nourriture disparaissait. Craindre de dormir, car il pourrait se réveiller seul à nouveau. Il regarda les chapelets dans sa main. Ils sont partis, murmura-t-il, les premiers mots qu'il prononça depuis des jours. Il ne savait pas s'il parlait de ses parents ou de l'espoir. Elara acquiesça lentement. « Je sais, » répondit-elle, sa voix se brisant légèrement. « J'ai aussi perdu les miens. » Elle prit la tasse, la remplit d'eau fraîche de la jarre et la lui tendit. Ce n'était pas un geste de charité, mais de communion. Le garçon regarda l'eau, puis la femme, puis le village hostile qui les observait de loin. Il était à un carrefour. Continuer seul dans le désert qui avait failli le tuer, ou faire confiance à la seule personne qui lui avait offert un verre d'eau. Sa main, toujours serrant les chapelets, trembla en atteignant la tasse. C'était la première gorgée d'espoir depuis une éternité. Il but, l'eau froide apportant une douleur bienvenue à sa gorge sèche. Il but jusqu'à la dernière goutte. Lorsqu'il eut fini, Elara se contenta d'indiquer de la tête la porte ouverte de sa petite maison. « Entre. » Le soleil tape fort. Il regarda derrière lui, vers le désert. Puis vers la femme. Et il fit le pas dans l'ombre. La petite maison était sombre et fraîche, sentant les herbes sèches et la poussière ancienne.
Il y avait peu de choses, mais c'était propre. Elara lui donna un morceau de pain dur, qu'il mangea avec une faim désespérée mais contrôlée, craignant que ce soit le dernier. Il s'assit dans un coin, les genoux repliés contre sa poitrine, les chapelets serrés dans sa main. Elara ne le pressa pas. Elle s'assit sur sa propre chaise, tissant quelque chose avec de la paille sèche. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. C'était un silence d'attente. Le conflit ne faisait que commencer. Le village ne l'accepterait pas. La faim était réelle. Et le cœur brisé de Léo saignait encore. Mais, pour la première fois depuis des semaines, il n'était pas sous le soleil brûlant. Il était à l'ombre, et il n'était plus complètement seul. Si ce voyage de survie et d'espoir a déjà touché votre cœur, sachez qu'il ne fait que commencer. Le désert recèle encore des secrets, et le village, davantage de défis. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour suivre le destin de Léo et d'Elara. Les premiers jours furent une danse silencieuse de peur et de patience. Léo choisit un coin de la petite maison comme le sien, le dos contre le mur, d'où il pouvait voir la porte et Elara en même temps. Il ne parlait pas. Le silence était sa seule armure. Quand Elara lui donnait de la nourriture, il la dévorait avec les yeux remplis d'effroi, comme si elle allait la lui reprendre. Au matin, elle trouvait la moitié du pain qu'elle lui avait donné la veille, caché sous le chiffon qui lui servait de matelas. Il gardait, se préparant à l'abandon inévitable. Le traumatisme était gravé dans chacun de ses gestes. Il sursautait violemment si Elara bougeait trop vite, et le bruit d'une porte claquant au loin le faisait se recroqueviller, les bras couvrant sa tête. La nuit était la pire. Elara l'entendait murmurer dans l'obscurité, un monologue fiévreux adressé à des figures qui n'étaient pas là. Il ne dormait jamais vraiment. Il s'évanouissait seulement d'épuisement, se réveillant au moindre bruit, la main serrant toujours les deux chapelets. Elara comprenait. Elle ne le força pas à parler, ni à lâcher ses trésors. Elle existait simplement à côté de lui. Elle lui apportait de l'eau, s'asseyait dans son propre coin et reprenait son travail, tressant des paniers de paille sèche. Elle lui parlait sans attendre de réponse. Elle lui racontait la forme des nuages, l'odeur de la pluie qui ne venait jamais, comment la terre, même si elle semblait morte, était seulement en train de se reposer. Elle prenait soin de lui avec une délicatesse qu'elle pensait avoir perdue, une maternité redécouverte dans la poussière. Le lien se formait, non dans les mots, mais dans la respiration partagée entre les mêmes quatre murs. Mais le monde extérieur ne les laisserait pas en paix. L'eau du puits de la maison d'Elara s'assécha quelques jours après l'arrivée de Léo. Elle devrait aller au puits communautaire, au centre du village. La décision pesait sur elle. Laisser Léo seul était impensable. Il pourrait fuir, croyant qu'elle l'avait abandonné. L'emmener était dangereux. Elle choisit le danger. Tenant sa petite main osseuse, elle sortit sous le soleil du matin. Le village s'arrêta. Cette fois, les murmures étaient audibles. Elle le garde. Gaspillage de nourriture. Il va nous apporter la fièvre. Au puits, Thomas, l'homme qui supervisait le rationnement de l'eau, leur barra le chemin. C'était un homme corpulent, dont l'autorité naissait de la peur de la faim. « Elara, dit-il, la voix traînante. Nous en avons à peine pour les nôtres. Il n'y a pas d'eau pour des accidents. » Il regarda Léo avec mépris. Elara, bien que frêle en apparence, releva le menton. « Ce n'est pas un accident, Thomas. C'est un enfant. Et il a droit à l'eau autant que toi. »« Un droit ?» se moqua Thomas, et quelques habitants rirent nerveusement. « Le droit se mérite. Nous travaillons cette terre. Lui, il n'a apporté que plus de poussière et de malchance. » Il se pencha, parlant directement à Léo, qui se cacha derrière les jupes d'Elara. « Va-t'en, gamin. Tu n'as pas ta place ici. » Ce fut à ce moment-là que la terreur de Léo se transforma en quelque chose de nouveau. Il vit la main de Thomas se lever, non pour frapper, mais pour les chasser. Et Léo, dans un acte désespéré de défense pour sa seule protectrice, sortit de derrière Elara et cracha par terre, aux pieds de Thomas. Ce fut un geste petit, faible, mais d'un défi profond. Le village en resta bouche bée. Thomas devint rouge de colère. Insolent, grognatait-il. Elara réagit vite. Elle tira Léo en arrière, attrapa son seau à moitié plein et se retira, les regards du village brûlant dans son dos. L'antagoniste n'était plus seulement la faim. Il avait un visage et un nom, et maintenant une raison de les haïr. De retour dans la sécurité de la maison, l'adrénaline de Léo disparut, laissant derrière elle une terreur paralysante. Il avait provoqué l'homme qui contrôlait la nourriture et l'eau. Il avait mis Elara en danger. Il courut vers son coin et commença à pleurer. C'étaient les premiers sons réels qu'Elara l'entendait faire, des sanglots secs et douloureux qui semblaient lui déchirer la gorge. Elle s'approcha lentement et, pour la première fois,
posa la main sur ses cheveux. Il ne se recula pas. Il se pencha vers la caresse. La tension du moment avait brisé une petite barrière. Les larmes furent le moment le plus chargé d'émotions qu'ils avaient partagé, un deuil commun face à l'hostilité du monde. Et Lara le laissa pleurer. Quand les sanglots diminuèrent, elle alla jusqu'à un petit coffre en bois dans son propre coin. Elle l'ouvrit et en sortit quelque chose enveloppé dans un tissu. C'était une paire de minuscules chaussures, usées par l'usage. « Moi aussi, j'ai tout perdu », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Je pensais que mon cœur ne battrait plus jamais correctement. » Elle posa les petits souliers sur une étagère au mur, où la lumière entrait par une fente. Il y avait là aussi une fleur séchée et une pierre lisse. « Voici ma table », dit-elle. Quand l'église a fermé, les gens ont oublié comment partager la douleur. Je pose mes tristesses ici. Pas pour les oublier, mais pour ne pas avoir à les porter dans mes mains chaque jour. Léo regarda les petits souliers, puis les chapelets dans sa propre main. Il les serra. Il n'était pas encore prêt à les lâcher. Le conflit grandissait. Le village était contre eux, et le traumatisme de Léo était une blessure ouverte. La bataille pour la survie n'avait fait que changer de décor. La riposte de Thomas fut immédiate, mais elle ne vint pas avec des cris. Elle vint avec le silence. Il était le maître du puits, et son influence se répandit comme la poussière sèche. Le lendemain de la confrontation, Lara apporta ses paniers de paille tressée au petit marché, et les gens détournèrent le regard. La femme qui achetait toujours ses produits pour les revendre dans la ville voisine secoua la tête. « Les temps sont difficiles, Lara. Je ne peux pas acheter cette semaine. » Mais ses yeux disaient autre chose. « Je ne peux pas être vu en train de t'aider. » C'était un boycott. La petite source de revenus qui leur permettait d'acheter des grains s'était tarie. La décision de Thomas de les isoler était une sentence de fin. La peur de Léo, autrefois une ombre, devint une présence physique dans la maison. Il vit Lara revenir avec les paniers et avec le sac de grains presque vide. Il recommença à cacher du pain. Lara observa la terreur croissante dans ses yeux. Elle savait que la tactique de Thomas était cruelle et efficace. Il utilisait la faim même du désert comme arme, visant le point le plus faible de Léo. Le garçon commença à régresser. Le petit progrès qu'ils avaient fait, la confiance construite dans l'eau partagée et les pleurs, était en train de se défaire. Il passait des heures dans son coin, les jointures blanchies par l'effort de serrer les deux chapelets, murmurant pour lui-même. Il entendit les murmures à l'extérieur. Elle devrait le renvoyer. C'est une malédiction. Ils vont mourir de faim à cause de lui. La culpabilité qu'il portait pour la mort de ses parents se réactiva, transférée sur Lara. Il commença à se voir comme la cause de sa nouvelle misère. Il cessa de manger, refusant les petites portions qu'elle lui offrait, repoussant le bol vers elle avec des mains tremblantes. C'était un sacrifice enfantin et désespéré. S'il disparaissait, elle irait bien. Lara comprit qu'elle ne pouvait pas se battre contre Thomas pour le pain. Le chef du village avait gagné cette bataille. Elle devait se battre pour l'âme du garçon. Leur préparation ne serait pas de force, mais d'esprit. Le monde extérieur les écraserait avec la logique de la survie, alors ils devaient trouver quelque chose de plus fort à l'intérieur. Cette nuit-là, lorsque la lune était haute et que le village était plongé dans le silence du sommeil profond, elle le réveilla. Son toucher était doux mais ferme. Les yeux de Léo s'ouvrirent avec une panique immédiate. Il pensa que c'était le moment. Elle allait le ramener au désert. « Chut, mon garçon. Nous devons aller quelque part, » murmura-t-elle, non avec urgence, mais avec calme. « C'est un secret. Notre secret. » La terreur de Léo était palpable. Il agrippa les chapelets, sa seule encre. « Ne me laisse pas, » implora-t-il, la voix brisée. « Je ne te laisserai jamais, » répondit-elle, et il y avait une force dans cette promesse qui le fit s'arrêter. « Mais tu ne peux pas rester ici dans ce coin. Viens. » Elle ne le conduisit pas aux limites du village, mais au centre, vers la structure que tous évitaient, l'église abandonnée. Elle utilisa un morceau de fer pour forcer une porte latérale, cachée derrière des buissons secs. La charnière grinça, un son fort dans la nuit. Ils entrèrent. L'intérieur était vaste et baigné par une lumière bleuâtre de la lune, qui entrait par les fissures du toit brisé. Ça sentait la poussière de sang et les nids d'oiseaux. C'était un lieu d'abandon, mais aussi de paix profonde. Lara le guida à travers la nef centrale, leurs pas résonnant doucement. Au fond, près de l'autel brisé, se trouvait une grande table en bois. Elle était couverte de poussière, mais dessus reposaient de petits objets, un ruban de cheveux décoloré, un coquillage de mer qui n'avait aucun sens dans le désert, une seule botte de bébé usée. « La table de la consolation », dit Lara, sa voix résonnant légèrement dans l'espace vide. « Quand j'étais enfant, les gens apportaient ici ce que leur cœur ne pouvait plus porter.
Elle s'approcha et toucha la petite botte. C'était celle de mon fils. Léo regarda la botte, puis les petits souliers qu'elle gardait chez elle. Il comprit. C'étaient des douleurs différentes, mais semblables. Et Lara se tourna vers lui, les yeux doux et fermes. « Tu portes les tiens, Léo. Tu les portes si fort qu'il n'y a plus de place dans tes mains pour prendre la mienne ou pour prendre le pain. Tu crois qu'en les lâchant, tes parents disparaîtront. Tu crois que la douleur est la seule chose qui les maintient vivants en toi. » Léo commença à trembler. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage poussiéreux. « Ils étaient tout ce que j'avais, » murmura-t-il, défendant les chapelets. « Non, » dit Lara, touchant sa poitrine. « Ils sont ici. L'amour est ici. Ce que tu portes dans tes mains, c'est seulement le poids. La culpabilité. » Elle montra la table. « Cet endroit est fait pour le poids. Tu n'as pas besoin de les oublier. Tu dois seulement arrêter de porter leur mort. Laisse la douleur ici, Léo. Laisse la douleur, et garde seulement l'amour. » Ce fut le moment le plus difficile de sa vie. Plus difficile que la marche, plus effrayant que Thomas. Lâcher les chapelets semblait être la trahison ultime. Il regarda Lara, son visage un masque de patience et d'amour. Elle ne demandait pas, elle offrait. La main tremblant si fort qu'il pouvait à peine la contrôler, il tendit le bras. Il regarda le chapelet sombre de son père et le chapelet clair de sa mère. Il les embrassa, un par un. Puis, avec un sanglot qui déchira le silence de l'église, il les posa sur la table poussiéreuse, à côté de la botte de bébé. Ses mains étaient vides. Elles lui semblaient étrangement légères. Il les regarda, confus. Et Lara tendit les siennes. « Tu vois » dit-elle. « Tu as de la place maintenant. » Léo s'effondra contre elle, non comme un enfant effrayé, mais comme un fils. Et pour la première fois, il la serra en retour, les bras vides et le cœur, d'une certaine manière, commençant à se réparer. L'acte de déposer les chapelets dans l'église abandonnée n'apporta pas de nourriture à la table. Le boycott de Thomas était cruellement efficace. La faim dans la petite maison devint une présence constante, un troisième occupant silencieux. Léo et Lara étaient visiblement plus faibles, leurs mouvements plus lents, mais quelque chose de fondamental avait changé entre eux. La peur qui gouvernait autrefois Léo avait été remplacée par une confiance tranquille. Il ne cachait plus de nourriture. Au lieu de cela, il partageait méthodiquement sa portion, si petite fût-elle, et s'assurait qu'Lara mange. Il n'avait plus besoin des chapelets entre ses mains, car la foi qu'il cherchait était désormais assise en face de lui, partageant le silence et la faim. Le traumatisme n'avait pas disparu, mais il ne le gouvernait plus. Et Lara, quant à elle, ressentait un but que la sécheresse lui avait volé des années auparavant. Ce garçon était le sien. Ils étaient ensemble dans cette épreuve. Leur tranquillité mit Thomas en fureur. Il s'attendait à ce que la faim les brise, que le garçon soit chassé ou qu'Lara implore le pardon au puits. Leur paix digne était un défi direct à son autorité. Il avait besoin d'un coup final. Et le désert le lui offrit. Une fièvre soudaine commença à se répandre dans le village, touchant d'abord les plus jeunes enfants. C'était la malnutrition et l'eau rare qui présentaient l'addition. Mais pour Thomas, c'était une arme. Il ne perdit pas de temps. « C'est le garçon !» cria-t-il sur la place centrale, frappant à la porte de chaque maison. « Il a apporté la peste. La malchance est devenue maladie. Mettons fin à cela. » Il rassembla une petite foule, hommes et femmes aux yeux creux et effrayés, prêts à croire n'importe quoi qui leur donnerait un coupable. Ils marchèrent jusqu'à la maison d'Lara. La porte s'ouvrit avant qu'ils ne puissent frapper. Lara se tenait sur le seuil, maigre et fragile, mais droite. Léo se tenait juste derrière elle, sa petite main agrippant sa jupe, mais ses yeux, autrefois baissés et craintifs, étaient maintenant fixés sur Thomas. « Ça suffit, Lara !» grogna Thomas. « Le village a parlé. Prenez ce qui vous appartient et partez. Vous n'êtes plus les bienvenus. Vous apportez la mort. » Le village murmura en accord, la peur surpassant la raison. Lara regarda les visages qu'elle connaissait depuis qu'ils étaient enfants. « Vous avez peur, » dit-elle, la voix claire, sans trembler. « Moi aussi. Mais ce n'est pas le garçon qui vous tue. C'est la soif. »« Et qui garde l'eau ?» dit Thomas en riant. « Lui, emmenez-le et la pluie reviendra. » Ce fut alors que le retournement se produisit. Lara fit un pas en avant. « Non, » dit-elle. « Nous n'irons nulle part. Et la fièvre n'est pas une malédiction. C'est la faim. » Elle regarda directement Thomas. « Et la faim a un nom. Le tien. » Thomas cessa de rire. La vieille déraille. « Je suis vieille, » admit Lara, « mais je ne suis pas aveugle. Ma maison est à la limite du village. Je vois la route quand vous dormez tous.
Je vois les charrettes qui partent la nuit. Thomas. Un silence mortel tomba sur la foule. Des charrettes lourdes, continua Elara, sa voix gagnant en force. Partant vers l'est, vers la ville minière. Des charrettes pleines de barils d'eau et de sacs de grains, tandis que tu nous dis que le puits s'assèche et que le grenier est vide. La foule se tourna vers Thomas. L'accusation flottait dans l'air brûlant. Mensonge, hurla-t-il, le visage rouge. Mensonge d'une sorcière et d'un démon. Il avança, la main levée pour pousser Elara. Mais Léo fut plus rapide. Le garçon, qui parlait à peine, lâcha la jupe d'Elara et se plaça directement devant elle, les bras ouverts. Il ne dit rien. Il regarda seulement l'homme qui l'avait terrorisé. Cet acte de pur courage, celui d'un enfant squelettique défendant sa protectrice, fut l'étincelle. Le sort de peur que Thomas exerçait fut brisé. Une femme dans la foule, dont le fils était malade, cria « Le grenier !» Le grenier communautaire. La suggestion devint un rugissement. La foule n'attendit pas Thomas. Ils coururent, une masse de corps affamés et en colère, vers le grand hangar que Thomas gardait fermé, pour l'hiver. Ils défoncèrent la porte. Ce qui suivit fut l'apogée de la justice. Des cris de colère, ensuite, de soulagement. Le grenier n'était pas vide. Il était plein. Des sacs de maïs, de haricots, de farine. Et, au fond, cachés sous des bâches, des dizaines de barils d'eau claire. La réserve que Thomas vendait en secret. La justice fut immédiate et complète. La foule se retourna contre lui, non pas avec violence, mais avec le mépris ultime. Ils le poussèrent de côté et commencèrent, de manière ordonnée et désespérée, à distribuer la nourriture. L'autorité de Thomas s'évapora comme l'eau dans le désert. Il resta seul, exposé, sa tyrannie défaite par l'observation d'une recluse et le courage d'un garçon. Au milieu du chaos de la libération, Elara posa la main sur l'épaule de Léo. Il leva les yeux vers elle. Elle ne dit rien, mais ses yeux brillaient de larmes. C'étaient les premières larmes de joie qu'elle versait depuis 20 ans. La découverte dans le grenier changea l'air du village. La colère sèche qui définissait Thomas fut remplacée par un soulagement humide, presque comme l'odeur de pluie. Les gens, autrefois une foule enragée, redevinrent des voisins. Ils ne regardaient plus Thomas. Il était devenu une ombre, se ratatinant dans les marges de sa propre tyrannie renversée. L'attention était tournée vers l'eau, les grains, la survie. Et, pour beaucoup, l'attention se portait sur Elara et Léo. Le village, qui avait craché à terre en voyant le garçon, leur devait maintenant la vie à tous deux, ainsi qu'à la femme qui l'avait protégé. La honte avait un goût amer dans leur bouche, mais la gratitude était plus forte. La femme dont l'enfant était malade fut la première. Elle prit sa ration de farine, et avant de courir chez elle, s'arrêta devant Elara. Elle ne dit pas « pardon ». Elle regarda simplement Léo et dit « merci ». Un par un, d'autres villageois firent de même. Aucun mot n'était nécessaire. Le geste de partager la nourriture fraîchement libérée était la demande de pardon. Elara prit la tête, non pas par désordre, mais par une sagesse tranquille. La fièvre ne disparut pas par magie, mais ils avaient maintenant des armes. D'abord, de l'eau propre, dit-elle d'une voix basse que tous interrompirent leurs gestes pour écouter. Faites-la bouillir. Puis le bouillon. Lentement. Elle et Léo, désormais inséparables, allèrent de maison en maison, apportant non seulement de la nourriture, mais aussi du calme. Le garçon, qui auparavant se cachait, aidait maintenant à transporter de petits paquets d'herbes qu'Elara préparait. Il voyait les autres enfants, pas les malades, et ses yeux ne montraient pas de peur, mais de la compréhension. Il savait ce que c'était que d'être au bord du gouffre. En quelques jours, la fièvre s'atténua. Ce que la superstition appelait malédiction, la nutrition le guérit. Le village apprit que le vrai poison n'était pas l'étranger, mais la peur qui grandissait en eux. Thomas disparut avant l'aube du lendemain, emportant seulement la honte. Personne ne le chercha. Le désert, toutefois, demeurait. La vie restait dure. La sécheresse n'était pas terminée simplement parce qu'un homme mauvais avait été démasqué. Mais la dynamique de la petite maison avait changé pour toujours. La faim partagée était devenue un lien plus fort que le sang. Une nuit, quelques semaines plus tard, Léo se réveilla. Ce n'était pas un cauchemar qui l'avait tiré du sommeil, mais le silence. Il se redressa sur sa paillasse. La maison était calme. Elara était assise sur la chaise près de la fenêtre, observant le paysage lunaire du désert. Léo se leva, non pas avec la panique d'autrefois, mais avec la confiance d'un fils. Il marcha jusqu'à elle. Elara se tourna en le sentant approcher. Il ne dit rien, tendit simplement sa main vide. Elle la prit. Sa main n'était plus refermée sur des souvenirs douloureux. Elle était ouverte,
cherchant la chaleur du présent. J'avais l'habitude d'avoir peur de dormir, murmura Léo, sa voix encore petite, mais claire. Je pensais que si je fermais les yeux, tu disparaîtrais comme eux. Et Lara serra sa main. Je sais, mon garçon. Ils sont sur la table, dit-il, parlant de l'église. C'est bien qu'ils soient là. Ils sont là, confirma Elara, les yeux brillants. Et ils sont aussi ici. Elle toucha son cœur. Tu les as honorés, Léo. Tu as survécu. Tu t'es battu. Léo posa la tête sur ses genoux. Le désert dehors semblait vaste et effrayant, mais le petit espace qu'ils occupaient semblait le centre de l'univers. Ce fut alors qu'Elara lui donna le cadeau ultime, non pas quelque chose qu'il pouvait tenir, mais quelque chose qui le tiendrait pour toujours. Elle se pencha, l'odeur d'herbe sèche et de poussière l'enveloppant, et lui murmura les mots que son cœur brisé avait tant désiré entendre. « Tu n'es pas seul. » Il ferma les yeux, non pas de fatigue ni de peur, mais de paix. Pour la première fois, il se sentit chez lui. Le soleil se leva le lendemain matin, et le désert ne semblait plus aussi hostile. Ce n'était que le monde. Le village, désormais uni par une vérité partagée et par la gestion équitable de ses ressources, commença à considérer Elara non comme la recluse, mais comme leur ancre morale. Et il regardait Léo, le garçon noir arrivé avec rien d'autre que de la poussière et de la douleur, comme un symbole de leur propre résilience. Il leur avait appris, sans un mot, que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité de défendre l'autre même en tremblant. L'église abandonnée ne fut pas rouverte, mais la table du réconfort commença à recevoir de nouveaux objets. Les villageois, discrètement, commencèrent à y déposer leurs propres douleurs, apprenant d'Elara et de Léo que la souffrance partagée est une souffrance allégée. L'histoire de Léo ne parle pas des chapelets qu'il portait. Elle parle des mains qu'il a appris à ouvrir. Elle parle de découvrir que la vraie foi n'est pas trouvée dans les objets que nous portons du passé, mais dans la connexion humaine que nous construisons au présent. Le plus grand remède contre l'abandon n'est pas l'autosuffisance, mais le courage de faire confiance à nouveau. Léo et Elara, deux solitudes brisées par le désert, trouvèrent l'un en l'autre une oasis. Ils prouvèrent qu'une famille n'est pas faite de sang, mais de nécessité, de choix et d'un amour tenace qui refuse de laisser l'autre tomber. Ils étaient deux, mais devinrent un. Le garçon qui était arrivé avec un cœur brisé le vit enfin commençait à guérir, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'il avait trouvé quelqu'un pour l'aider à la porter. Leur parcours rappelle que, même dans le désert le plus aride de la vie, un seul geste d'empathie peut faire fleurir l'espoir. Si l'histoire de Léo et d'Elara a résonné en vous, et si vous croyez en la force de la connexion humaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo.